Contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, aimer et être joyeux, jouir vraiment d'un plaisir qui m'est pleinement bénéfique, n'est pas tâche facile. La principale cause de cet état de fait est ce qu'un penseur contemporain appellerait notre indépassable finitude, ou encore notre vulnérabilité. Nous sommes des êtres finis, limités, soumis au hasard des rencontres et des connexions, à des causes et influences extérieures, face auxquelles nous sommes inévitablement passifs, et qui, dans certains cas, empêchent, contrarient, désorientent, intoxiquent notre désir et nous rendent donc tristes. Les parties 3 et 4 de l'éthique expliquent même que, laissé à lui-même, le jeu ordinaire du désir humain conduit dans la quasi-totalité des cas à un état de misère caractérisé par des phénomènes affectifs que nous ne maîtrisons pas et qui diminuent notre puissance d'agir. Ce sont ce que Spinoza appelle des passions tristes. Voici les plus courants de ces phénomènes attristants et la façon dont ils se particularisent dans le champ amoureux. 5. Premièrement, les rivalités. Que nous soyons désirants crée tout d'abord des rivalités. Elles sont dues au fait que les humains, étant relativement semblables les uns aux autres, ont dans l'ensemble tendance à désirer les mêmes choses, tandis que ces choses étant finies, en quantité limitée, ne sont pas disponibles pour tous. Il peut par exemple ne rester qu'une part de frites, alors que nous sommes plusieurs à la convoiter. De même, une personne, surtout si elle est belle, suscitera immanquablement le désir de plusieurs. C'est ainsi que s'expliquent deux passions tristes aussi répandues que redoutables, la rivalité amoureuse et la jalousie. Deuxièmement, les mauvaises rencontres ou les fréquentations toxiques. Dans tous les types de relations, et en particulier dans les relations amoureuses, il peut arriver de côtoyer une ou des personnes qui ne nous conviennent pas ou qui, relativement au but que Spinoza nous propose d'atteindre, exercent sur nous une influence néfaste. Ce sera par exemple le cas de quelqu'un qui tomberait amoureux d'une personne qui lui conseillerait de prendre de la drogue ou qui lui dirait systématiquement « Cela ne sert à rien de lire Spinoza ou de rechercher la vérité et la vie bonne, tu perds ton temps, regarde plutôt des émissions de télé-réalité. » Troisièmement, la fluctuatio animi. Ballottés au gré des rencontres et des événements, nous sommes souvent en proie à ce processus que Spinoza appelle joliment la fluctuatio animi, le flottement de l'âme, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'instabilité affective ou encore les intermittences du cœur. C'est le papillonnement, le fait que le désir ne parvienne pas à se fixer sur quelque chose de vraiment désirable, passe sans cesse d'un objet à un autre, sans se contenter d'aucun, et aussi ainsi entre la joie et la tristesse, l'amour et la haine. Outre qu'elle accroît évidemment les phénomènes conflictuels que j'ai déjà évoqués, cette instabilité nous rend tristes, car notre désir ainsi fluctuant part dans toutes les directions. Nous sommes alors, et ce n'est pas bon pour nous, comme écartelés, déchirés, éclatés entre différents désirs portant sur différents objets. Et contrairement aux connotations positives que véhiculent ces termes dans le langage actuel, Spinoza n'aurait sans doute pas estimé qu'il soit opportun de s'éclater ou de se mettre en relation avec des objets, des situations ou des personnes qui déchirent tout. Chacun voit ici aisément de quoi il peut s'agir dans le domaine amoureux. Quatrièmement, l'intempérance. Le désir immodéré conduit à des excès nocifs et des déséquilibres. Chaque désir concerne en effet une partie du corps, l'estomac, le sexe, plus que d'autres, et peut tendre à devenir dominant, hégémonique. C'est en ce sens, uniquement en ce sens, mais malheureusement de façon assez fréquente, que l'amour, le désir ou le plaisir peuvent être excessifs et par conséquent mauvais. Ils mettent en danger, déséquilibrent ou, au minimum, entraînent sur une voie qui conduit à la tristesse. Ainsi, le désir de manger dégénère en gloutonnerie, celui de boire en ivrognerie, celui de gagner sa vie en avarice, etc. Ce déséquilibre du système général de nos désirs au profit d'une seule partie du corps est mauvais pour nous. Non seulement il nous engage dans l'infernale escalade du toujours plus, non seulement il s'opère souvent au détriment d'autres désirs qu'il serait important de satisfaire pour notre santé tout entière, mais encore le caractère obnubilant, accaparant du désir hégémonique empêche de se consacrer à d'autres tâches elles aussi essentielles, comme par exemple la réflexion sur ce qu'il convient de faire pour s'avancer et demeurer sur le chemin de la vie bonne. Dans le domaine de la sexualité, ce désir hégémonique prend le nom de lubricité ou luxure. Il se rencontre de façon caractéristique chez ce que nous appelons un obsédé sexuel, celui qui littéralement ne pense qu'à ça. Spinoza appelle ça un libidinosus. L'actualité, par exemple en 2011, celle qui provenait du Sofitel de New York ou du Carlton de Lille, en présente assez régulièrement de beaux spécimens. Pour autant qu'on le sache, cette libidinosité ne leur réussit point trop. Cinquièmement, l'improductivité.
Pour s'affirmer, le désir doit se concrétiser et se révéler fécond d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire se déployer, se manifester, s'inscrire dans la réalité. Il en résulte autrement des phénomènes de refoulement et de frustration, qui sont là encore cause de tristesse. Ce sera par exemple le cas de l'artiste qui, désireux d'affirmer son être d'artiste en produisant une œuvre, n'y parvient pas. On voit encore là, sans difficulté, de quoi il peut s'agir dans le domaine amour.